Voilà, donc on va aborder la série sur les réseaux. C'est la dernière série du semestre, hein. Alors, exercice 1, vous avez l'énoncé sur votre écran. La différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5 volts lorsqu'un courant de 3 ampères la traverse du pôle négatif au pôle positif. Quand un courant de 2 ampères la traverse en sens inverse, la différence de potentiel devient 11 volts. Quelle est la résistance interne de la batterie? Quelle est sa force électromotrice? Donc tout ça, c'est des notions qu'on a vues ce matin en cours, hein. Alors, on va. Alors voilà. Euh, on commence par vous donner la différence de potentiel aux bornes du générateur, donc alors une batterie d'accumulateurs, c'est quoi? C'est plusieurs accumulateurs en série à la suite les uns des autres qui forment ensemble un seul et même générateur. Voilà ce que c'est qu'une batterie d'accumulateurs. Donc, vous avez, si le courant traverse le générateur du moins au plus, eh bien, on a une différence de potentiel VA moins VB qu'on va appeler V1, qui est de 8,5 volts. Et si le courant traverse le générateur du plus au moins, donc on va dire que c'est un courant I2, il ne sera pas le même. La différence de potentiel VA moins VB, on va l'appeler V2. Eh bien, elle est de 11 volts. Alors pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce que on a des différences de potentiel différentes selon que le courant traverse dans un sens ou dans l'autre? Alors, je vous rappelle que quand le courant traverse le générateur du moins au plus, eh bien, il se comporte en générateur. C'est lui qui fournit l'énergie. Et quand il est traversé du plus au moins, eh bien, il se comporte en récepteur, c'est lui qui reçoit l'énergie. Alors, la différence de potentiel, on l'a vu tout à l'heure, ça va être la différence de potentiel V1 moins VB. Je vais mettre un point intermédiaire ici, un point que je vais appeler C, d'accord? Donc, V1 moins VB, eh bien, ça va être la somme de VA moins VC, d'accord? Plus VC moins VB. Bon, moins VB. D'accord? Alors, V1 moins VB, eh bien, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Eh bien, ça, c'est E. D'accord? C'est la force électromotrice du générateur. Et VC moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r dans laquelle le courant I1 entre par le point B et sort par le point C. D'accord? Alors, je vous rappelle que pour écrire la loi d'Ohm aux bornes d'une résistance, quand vous écrivez VA moins VB, le courant doit entrer par A et sortir par B pour pouvoir dire que VA moins VB, c'est RI. Donc ici, puisque le courant entre par le point B et sort par le point C, on va dire que VB moins VC égale à petit r I1. D'accord? Or, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas VB moins VC, c'est VC moins VB. Donc, VC moins VB, c'est moins RI1. Donc, ça, c'est moins petit r I1. C'est bon? Alors, ça, c'est la différence de potentiel aux bornes du générateur quand il est traversé par un courant du moins au plus. Alors, quand il est traversé du plus au moins, ben, je fais pareil, je mets un point intermédiaire ici. J'arrive à avoir mon pointeur. Alors, je vais mettre un point C ici et je vais réécrire comme tout à l'heure que VA moins VB, c'est VA moins VC plus VC moins VB.
Alors, qu'est-ce qu'on a? VA moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, je vais avoir VA moins VB. Alors, je commence par écrire VA moins VC, c'est-à-dire E, d'accord? Puisque VA moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Ensuite, plus VC moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversée par le courant I2 qui entre par le point C et qui sort par le point B. Alors ici, ça sera VC moins VB, ça sera plus R I2. D'accord? Donc j'ai écrit que dans ce cas-là, si le courant passe du moins au plus, eh bien VA moins VB, je l'ai appelé V1, j'ai trouvé des... On nous a donné des tensions différentes, hein, donc il faut donner des noms différents. Si le courant passe dans ce sens, cette différence de potentiel, elle vaut 8,5 volts, donc c'est E moins RI1. Et dans ce cas-là, la différence de potentiel V1 moins VB, je vais l'appeler V2, elle vaut 11 volts et elle est égale à E plus RI2. D'accord? Alors, on nous a donné les courants, les tensions V1 et V2, donc on connaît V1, on connaît le courant, on connaît V2 et on connaît le courant correspondant, d'accord? Donc, si le courant passe dans ce sens, alors c'est un courant de 3 ampères, eh bien, cette différence de potentiel, elle vaut 8,5, 8,5 volts. Et dans ce sens-là, si le courant vaut 2 ampères, eh bien, cette différence de potentiel, elle vaut 11 volts. Alors maintenant, la question est, premièrement, quelle est la résistance interne de la batterie? Et deuxièmement, quelle est la force électromotrice de la batterie, donc du générateur? Alors, eh bien, on va combiner ces deux équations, d'accord? Alors, les inconnus, c'est petit r et E dans les deux équations. Alors, on combine les deux. On peut, par exemple, faire V2 moins V1. Je vais descendre un petit peu. Je peux, par exemple, faire il faut que j'élimine l'une des inconnues, hein. J'ai deux inconnues, la force électromotrice et la résistance interne. Alors, je peux commencer par calculer la résistance interne. C'est d'ailleurs dans cet ordre qu'on nous l'a demandé. Donc, on va, entre ces deux équations, entre cette équation, pardon, entre cette équation et celle-ci, eh bien, je vais éliminer E. Alors, pour éliminer E, ben, j'écris par exemple V1 moins V2. Donc, je vais avoir E moins RI1 moins E moins RI2, ça me fait, pardon, j'ai fait V2 moins V1, donc ça sera plutôt E moins RI2 moins E plus RI1, c'est-à-dire que la différence entre les deux tensions V2 et V1, eh bien c'est RI1 plus RI2. Donc si je mets petit r en facteur, eh bien petit r, ça sera V2 moins V1 sur I1 plus I2. Voilà. Alors, je connais tout, hein. Je connais V1, V2, I1, I2, donc ça me donne la résistance interne du générateur. Ok. Alors, maintenant, pour avoir la force électromotrice du générateur, donc cette batterie d'accumulateur, eh bien, le E, on va, connaissant petit r, eh ben, j'ai une équation à une inconnue ici, d'accord? Puisque je connais V1, je connais petit r, je connais I1, donc il me reste E. Je peux écrire que E, c'est V1 plus RI1, c'est ce que j'ai écrit ici. Ou bien, dans cette équation, je connais V2, je connais petit r, je connais I2. Donc, j'écris que E, c'est V2 moins cette, ce terme-là, donc V2 moins RI2. Alors, quelle que soit l'équation que vous utilisez, eh ben, on trouve que la force électromotrice du générateur, c'est 10 volts.
Voilà. Alors, exercice 2. On a un générateur, là, je peux remettre l'énoncé, hein. Voilà, l'exercice 2. OK. Alors, un générateur dont la force électromotrice est 140 volts présente une différence de potentiel entre ses bornes de 120 volts quand il débite un courant de 50 ampères. Trouvez la résistance interne du générateur, trouvez la puissance fournie par le générateur, trouvez la puissance dissipée à l'intérieur du générateur. Bon, eh ben, alors tout ça, c'est des notions qu'on a vues tout à l'heure, hein. Alors, voici notre générateur. Alors, ce qu'on connaît, c'est la valeur de la force électromotrice. Donc, on connaît E, on sait que c'est 140 volts. On connaît la différence de potentiel VA moins VB. D'accord? On sait que c'est 120 volts quand le courant vaut 50 ampères. Alors, la question est, quelle est la valeur? Alors, je connais la différence de potentiel, je connais E, je connais I, et on me demande la résistance interne du générateur. Donc, j'écris la différence de potentiel VA moins VB. Donc, c'est E moins RI. Et j'en déduis R. Donc, je fais passer ce terme-là à gauche, VA moins VB à droite. Et je vais avoir RI égale à E moins VA moins VB. Donc, petit r, c'est E moins VA moins VB sur I. Voilà. Alors, E vaut 140, VA moins VB 120 et le courant 50 ampères. Donc, ça me donne 0,4 ohms. Alors, trouver la puissance fournie par le générateur. La puissance fournie par le générateur, c'est le produit de la force électromotrice par l'intensité du courant, c'est le produit EI. Et la puissance dissipée à l'intérieur du générateur, la résistance interne du générateur, c'est petit r, et bien ça sera R I carré, on applique la loi de Joule. Voilà, donc c'est des exercices très très simples hein, pour commencer. Alors maintenant, ça aussi c'est un exercice simple. Alors, l'exercice 3, je vous mets l'énoncé. Alors, un accumulateur de force électromotrice 34 volts de résistance interne 0,1 ohm doit être chargé avec un courant de 20 ampères à partir d'une source de 110 volts. Quelle résistance doit-on placer en série dans le circuit? D'accord? Voilà. Donc, j'ai mon générateur de, de force électromotrice 110 volts. J'ai mon accumulateur, donc ma batterie rechargeable de force contre-électromotrice E égale 34 volts et de résistance interne petit r égale à 0,1 ohm. Donc on vous demande quelle est la résistance R qu'on doit mettre en série avec les deux pour que ce soit possible. D'accord? Parce que vous voyez bien que j'ai 110 volts ici. La force électromotrice, la force contre-électromotrice de la batterie vaut 34 volts. Donc, pour que ce soit possible de charger cette batterie, il faut qu'il y ait une partie de la différence de potentiel qui est délivrée par le générateur qui soit prise par quelque chose d'autre que notre batterie d'accumulateur. Donc, on met une résistance ici en série avec la batterie. Alors, ça donne quoi? Eh bien, on écrit
on écrit la loi des mailles le long de cette maille, c'est-à-dire qu'on part du point A, on fait le tour du circuit, on écrit que VA moins VA égale 0, d'accord? Donc j'écris que VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0. Vous voyez bien que je suis partie du point A et que je suis revenue au point A en suivant tout le contour de mon circuit. Alors, je commence par la première différence de potentiel. VA moins VB, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R. Le courant entre par le point A et sort par le point B. Vous voyez bien que le courant, il fait le tour du circuit. Donc, dans la partie où il y a la résistance, il entre par A, il sort par B. Donc, VA moins VB, c'est RI. C'est grand R multiplié par I. Ensuite, VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus de la batterie et le potentiel de la borne moins de la batterie. C'est une différence de potentiel qui est positive. D'accord? Puisque c'est le potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins. Donc, c'est forcément VB moins VC est forcément une différence de potentiel positive. Donc, c'est égal à plus E. Ensuite, VC moins VD. Alors, VC moins VD, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance petit r, qui est la résistance interne de la batterie. Le courant, vous voyez comment il passe. Il entre par le point C, il sort par le point D. Donc, VC moins VD est égal à plus RI. Et enfin, VD moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins du générateur et le potentiel de la borne plus du générateur. Vous voyez que VD, le potentiel VD est plus petit que le potentiel VA, puisque c'est un potentiel négatif moins un potentiel positif. Donc cette différence de potentiel est forcément négative, elle vaut moins E. Donc j'ai VA moins VB, c'est RI, VB moins VC, c'est E, VC moins VD, c'est RI, et VD moins VA, c'est moins E. C'est bon? Alors, ce que je cherche, c'est la valeur de la résistance grand R. Et ben, j'isole le terme où il y a cette résistance. J'écris que RI, c'est égal à, je fais passer ces termes-là, tous ces termes à droite. Donc, j'ai RI égal à moins E moins petit RI plus E plus epsilon. D'accord? Donc, je vais avoir RI égal à le E rond moins E moins RI. Et je divise par I pour avoir la valeur de R. Donc, ça me donne la différence entre les deux forces électromotrices divisées par I moins petit r, qui me donne 3,7 ohms. Voilà pour l'exercice 3. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va voir le circuit de l'exercice 4. Voilà. Alors, on considère le circuit électrique de la figure ci-contre, comprenant un générateur G et une batterie de force électromotrice. Alors, et une batterie B de force électromotrice E et E rond ou epsilon et de résistance interne RB et RG respectivement. R1 et R2 sont des résistances extérieures. Alors, vous voyez qu'il y a un cadre en pointillé, d'accord? Eh bien, ça, c'est pour vous délimiter ce que c'est que le générateur. Le G, c'est le générateur. Je vous rappelle qu'un générateur réel, c'est une force électromotrice en série avec une résistance interne. Eh bien, ici, la force électromotrice du générateur, c'est E, et sa résistance interne, c'est RG.
Alors, dans l'autre cadre en pointillé, on a symbolisé la batterie, d'accord? Donc, vous avez une force électromotrice qui est la somme d'un ensemble de forces électromotrices parce qu'on a mis plusieurs accumulateurs en série pour faire notre batterie. Mais l'ensemble a une force électromotrice qui vaut E. Et RB, c'est la résistance interne de cette batterie. Voilà. Donc, un générateur de force électromotrice E et de résistance interne RG, une batterie de force électromotrice epsilon et de résistance interne RB. Alors, R1 et R2 sont des résistances extérieures. Alors, vous avez toutes les valeurs des résistances de E, de epsilon, etc. Alors, les questions. Calculer le courant circulant dans le circuit, déterminer la différence de potentiel aux bornes du générateur G et aux bornes de la batterie B. Troisième question, quelle est la puissance électrique fournie? Petit b, quelle est la puissance électrique totale dissipée par les joules? Et petit c, à quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle et où? Voilà. Alors comme dans les exercices précédents, eh bien, pour pouvoir écrire la loi d'Ohm le long du circuit, pour pouvoir trouver l'expression du courant I, eh bien, il faut mettre des points intermédiaires pour pouvoir partir du point A et revenir au point A pour dire que, appliquer la loi d'Ohm et dire que VA moins VA égale 0. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a pris comme différence de potentiel successive pour arriver du point A au point A. Alors, j'ai mis donc des points B, donc A, B, C, D, F, G, et je reviens au point A. D'accord? Alors, j'évite la lettre E pour pas confondre avec le E de la force électromotrice. Alors, j'écris donc que VA moins VA, c'est VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VF, plus VF moins VG, plus VG moins VA égale 0. C'est bon? Si je pars du point A et que je reviens au point A, eh bien, la différence entre le potentiel de A et le potentiel de A, c'est 0. Alors, on y va. Euh, VA moins VB, c'est quoi? C'est la différence de potentiel au bord de la résistance R1 qui est traversée par le courant I du point A au point B. Donc la loi d'Ohm s'applique ici directement. C'est le produit R1 multiplié par I. Ensuite, VB moins VC. Alors VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de la batterie. Eh bien, c'est égal à la force électromotrice de la batterie, c'est égal à epsilon. C'est une différence de potentiel qui est positive. Ensuite, VC moins VD, c'est la différence de potentiel au bornes de la résistance RB qui est traversée par le courant I circule dans ce sens. Donc, il entre par C, il sort par D. Donc, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance, VC moins VD, puisque le courant passe dans ce sens, ça sera plus RBI. Alors, j'en arrive à VD moins VF. Ici, le courant, il entre par le point D, il sort par le point F. Donc, VD moins VF, c'est plus R2I. VF moins VG, le courant passe dans ce sens. Il entre par F, il sort par G. Donc VF moins VG, c'est RGI. Et enfin, VG moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc ça va être une différence de potentiel négative. Donc ça sera moins
E. Alors, je reprends. VA moins VB, c'est R1I. VB moins VC, c'est plus E, plus epsilon, si vous voulez. VC moins VD, c'est RBI. VD moins VF, c'est R2I. VF moins VG, c'est RGI. Et VG moins VA, c'est moins E. Alors, je vous rappelle que mon inconnu ici, c'est le courant I. Donc, je regroupe tous les termes en I et je fais passer ces deux constantes à droite. Et j'aurai donc I qui sera égal à E moins epsilon sur la somme des quatre résistances. Voilà. Alors, on trouve 4 tiers, 4 tiers d'ampères, c'est-à-dire 1,33. Alors, ensuite, déterminer la différence de potentiel aux bornes du générateur G et aux bornes de la batterie B. Alors, aux bornes du générateur G, la différence de potentiel, c'est VA moins VF. Et aux bornes de la batterie, la différence de potentiel, c'est VB moins VD. C'est-à-dire il faut regarder notre générateur vu de l'extérieur parce que on n'a pas, on peut pas dissocier, on peut pas visualiser quelle est la partie force électromotrice et la partie résistance interne. Quand vous avez, quand vous utilisez la batterie de votre voiture, vous savez très bien qu'elle a une résistance interne, mais matériellement, vous n'avez pas une force électromotrice et une résistance interne que vous pouvez voir. La résistance interne, elle est dans la batterie, c'est-à-dire que c'est le fait de perdre de l'énergie sous forme de chaleur qui vous montre qu'il y a une résistance interne, mais ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça matériellement que vous pouvez toucher. C'est son effet que vous pouvez constater, donc vous savez qu'elle existe. Voilà, donc pour mesurer la différence de potentiel aux bornes de la batterie, eh bien on se met entre les points A et F, c'est-à-dire ce à quoi on a accès de l'extérieur du générateur ou de la batterie. Alors, VA moins VF, c'est quoi? Eh bien, VA moins VF, je vous rappelle que le courant I, il passe dans ce sens, hein. Donc, j'écris que c'est VA moins VG plus VG moins VF. VA moins VG, c'est E. Et VG moins VF, puisque le courant, il entre par F et il sort par G. Eh bien, VG moins VF, c'est moins RGI. Donc, j'ai VA moins VF qui est égal à E moins RGI. De l'autre côté, le courant, il passe dans ce sens à l'intérieur de la batterie. Donc, VB moins VD, c'est VB moins VC, plus VC moins VD. VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins, c'est epsilon. Et VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RB, dans laquelle le courant entre par le point C et sort par le point D. Donc ici, cette différence de potentiel VC moins VD, c'est plus RBI. D'accord? Je vous rappelle que dans une résistance, si vous avez deux points M et N et que le courant passe dans ce sens, eh bien VM moins VN est égal à plus RI. Ça, c'est le courant, hein. Par contre, Vn moins Vm, c'est moins RI. Donc, je reprends ici. VA moins VF, c'est VA moins VG, plus VG moins VF. Vous voyez bien que le courant, il entre par F, il sort par G. Donc, c'est moins RGI. Par contre, ici, VB moins VD qui est égal à VB moins VC plus VC moins VD. Vous voyez bien que dans cette résistance, le courant entre par C et sort par D. Donc, c'est plus RBI. Voilà. Donc, VA moins VF, c'est E moins RGI. Par contre, VB moins VD, donc aux bornes de la batterie,
c'est epsilon plus RBI. Voilà, vous avez des différences de potentiel de 15,73 volts pour le générateur et de 12,13 pour la batterie. Vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein. D'accord. Alors, quelle est la puissance électrique fournie? Eh bien, la puissance électrique, elle est fournie par le générateur de force électromotrice E. Donc, la puissance fournie, c'est le produit de la force électromotrice par le courant. Donc, c'est EI. Donc, la puissance fournie, c'est le produit EI. La puissance, électrique totale dissipée par effet Joule, eh bien, on applique la loi de Joule, donc dans la résistance R1, ce sera R1 I carré. Dans la résistance RB, ça sera RB I carré. Dans la résistance R2, ça sera R2 I carré. Et dans la résistance RG, ça sera RG I carré. Donc j'ai mis I carré en facteur et ça me donne R1 plus RB plus R2 plus RG I au carré. Voilà. Alors, dernière question. À quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle et où? Alors, l'énergie chimique, elle va s'emmagasiner évidemment dans la batterie. Et cette énergie, la vitesse de stockage de cette énergie, eh bien, c'est la quantité d'énergie stockée par unité de temps, c'est-à-dire qu'on va écrire c'est la quantité d'énergie chimique par unité de temps. Eh bien, ça, c'est d'une certaine façon la puissance, ça a la dimension d'une puissance, on pourrait appeler ça la puissance chimique. C'est quoi? Eh bien, c'est la puissance, ce qu'on a appelé ce matin la puissance utile, c'est-à-dire la puissance qui est reçue par la batterie ici, la puissance, oui, la puissance reçue par la batterie. Donc, c'est le produit EI, c'est le fameux P' qu'on avait dans notre, je vais revenir au cours de ce matin. Voilà. Voilà. Donc, on avait, je reviens à la page précédente. Voilà ce qu'on avait écrit comme bilan d'énergie, hein. Donc, l'énergie reçue par le récepteur, c'est l'énergie utilisable sous une forme autre que la chaleur, plus l'énergie dissipée sous forme de chaleur à l'intérieur du récepteur. Donc, la part qui est transformée en chaleur, plus tout ce qui n'est pas chaleur, c'est-à-dire qui peut être transformé en énergie chimique, en énergie mécanique ou autre selon ce que c'est que le récepteur en question. Donc, on avait vu que ça, c'est l'énergie qui est reçue par le récepteur. Ça, c'est l'énergie, la puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur et la partie qui est perdue en chaleur. Donc, ce P', eh bien, c'est notre puissance utilisable EI.
d'accord? E étant la force contre-électromotrice du récepteur. Donc ici, notre récepteur étant la batterie, d'accord? Donc j'écris que la puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur dans la batterie, eh bien c'est le produit EI. E étant dans la batterie qui est en train d'être chargée, E représente la force contre-électromotrice de la batterie en tant que récepteur. Je vous rappelle qu'une batterie, c'est un générateur réversible. Donc, quand il est traversé par le courant du plus au moins, c'est un récepteur. Et quand il est traversé du moins au plus, c'est un générateur. Mais ici, il va être traversé puisqu'on est en train de charger la batterie. Eh bien, la batterie se comporte en récepteur. Et donc, le E, c'est la force contre-électromotrice, le nom epsilon, c'est la force contre-électromotrice de cette batterie considérée comme un récepteur puisqu'elle est en train de se charger. Alors, on a donc, si on fait ce produit-là, on obtient 16 watts, mais on aurait très bien pu faire la différence entre la puissance, je vous rappelle qu'on nous a demandé de calculer la puissance fournie par le générateur, on nous a demandé la puissance dissipée par effet Joule dans tout le circuit et tout ce qui reste, c'est-à-dire si on fait le bilan entre ce que le générateur a fourni et ce qui a été perdu en chaleur, eh bien, ce qui a été stocké dans la batterie qui va être utilisable sous une forme autre que la chaleur, eh bien, c'est la différence entre cette puissance et celle-ci. Si vous faites la différence, eh bien, vous retombez sur les 16 watts qu'on trouve quand on fait le produit epsilon i. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? C'est bon, d'accord. Ok, donc on passe à l'exercice 5. Voilà donc l'exercice 5. Le circuit ci-contre comporte deux générateurs identiques de force électromotrice E et de résistance interne petit r. Donc, c'est les deux générateurs en parallèle. Une résistance variable X, c'est celle-ci, en série avec un assemblage de résistance entre les deux points B et C. Donc, vous avez cet assemblage. Alors, première question, trouver la résistance RBC équivalente à la portion BC du circuit. Exprimer l'intensité du courant traversant la résistance X en fonction de E petit r, X et RBC. Trouver la puissance dissipée dans la résistance X. Et pour quelle valeur de la résistance X cette puissance est-elle maximale? Voilà, on a déjà évoqué la dernière fois cette histoire de puissance maximale dissipée dans une résistance, hein. C'était l'exercice 4 de la série 3. Voilà, alors première chose, il faut qu'on trouve la résistance équivalente entre les points B et C. Alors, sachant que grand R vaut 14 ohms, d'accord, et qu'on a R en série avec deux résistances en parallèle qui sont R et 2R, et cet ensemble est en parallèle avec la résistance 3R. Voilà. Alors, on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on commence à réduire de plus en plus notre assemblage de résistance jusqu'à ce qu'on arrive à une seule résistance. D'accord? Donc, on est passé de ce système à cette résistance unique entre les deux points B et C.
Alors, comment on procède? Eh bien, on va toujours regarder s'il y a un endroit où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle qu'on pourrait remplacer par leur résistance équivalente. Alors, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que j'ai ces deux résistances en parallèle. Donc, je vais écrire que leur résistance équivalente, alors je vais l'appeler grand R, R', d'accord? Donc, la résistance équivalente, R', c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre en pointillé. Donc, c'est des résistances en parallèle. J'écris que 1 sur R' est égal à 1 sur 2R plus 1 sur R. C'est bon? Alors, je réduis au même dénominateur. Alors, je vais multiplier ici en haut et en bas pour avoir le dénominateur commun de R. Et je vais écrire que ici, j'ai 1 sur 2R plus 2 sur 2R, c'est-à-dire 3 sur 2R. Alors, attention, ce n'est pas R', c'est 1 sur R'. Ça veut dire que R', c'est 2R sur 3. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Alors ensuite, on regarde s'il y a quelque part où on a, donc j'ai remplacé cet assemblage par la résistance R' qui vaut 2 tiers de R. Et je cherche dans cet assemblage s'il y a un endroit où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle que je peux remplacer par une seule résistance. Eh bien, j'ai ces deux résistances en série. Donc, j'ai R plus R'. Ça veut dire que j'ai ici, je vais appeler ça R seconde. D'accord? Ce qu'il y a à l'intérieur du cadre ici. C'est quoi? Eh bien, c'est R plus R'. R', j'ai trouvé que c'était 2R sur 3. D'accord? Donc, je réduis au même dénominateur. Ça va me faire 3R sur 3 plus 2R sur 3. Ça donne 5R sur 3. Voilà donc ma résistance équivalente R seconde. Alors ensuite, eh bien, je me retrouve avec... je vais effacer ça. Donc, je remplace ces deux résistances par R seconde qui vaut 5R sur 3 et je me retrouve entre les deux points B et C avec deux résistances en parallèle. D'accord? J'ai R seconde et j'ai 3R. D'accord? R seconde qui est égal à 5R sur 3. Donc, je vais dire que 1 sur RBC, c'est ça ma résistance équivalente. 1 sur RBC, eh bien, c'est 1 sur 3R plus 1 sur R seconde, c'est-à-dire 3 sur 5R. Alors, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça sera 15R. Donc, ce terme-là, je le multiplie par 5 pour avoir 15R au dénominateur. Donc, j'aurai 5 sur 15R. Et celui-là, je le multiplie par 3 pour avoir 3 fois 5, 15 au dénominateur. Donc, plus 9 sur 15R. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne, alors, ici, c'était, je vais écrire, hein, 5 sur 15R plus 9 sur 15R, ça donne 14 sur 15R. Alors, c'est 1 sur RBC qui vaut
14 sur 15R. D'accord? On vient de trouver 1 sur RBC égale à 14 sur 15R. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que RBC, c'est 15R sur 14. C'est ce qu'on a trouvé ici. Alors, sachant que R est égal à 14 ohms, eh bien, ça veut dire que alors, si R est égal à 14 ohms, eh bien, RBC ici, hein, RBC est égal à 15R sur 14. Si R est égal à 14, eh bien, ça se simplifie. Et j'ai RBC qui est égal à 15 ohms. C'est bon? Voilà. Voilà, donc ça nous a fait un petit exercice sur les associations de résistance. Alors, RBC égale 15 ohms. Donc maintenant, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule résistance à la place de cet assemblage de résistance. Et donc, j'ai mon circuit qui devient le suivant. C'est-à-dire que j'ai mes deux générateurs en parallèle, d'accord? Et l'ensemble est en série avec une résistance variable et la résistance RBC qui est la résistance équivalente à l'assemblage de résistance que je viens de réduire à RBC. Alors, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer l'intensité du courant qui traverse la résistance X, qui va aussi traverser la résistance RBC, en fonction de E, petit r, X et RBC. Voilà. Alors, donc c'est une expression littérale qu'on cherche, hein. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est, puisqu'on va utiliser la loi des mailles, et que je vais écrire que le potentiel, quand je fais le tour du circuit, le potentiel la différence de potentiel entre un point et lui-même, ça sera 0. Donc, je vais placer des points sur sur mon contour. Donc, j'ai mis des points, on nous a déjà donné les points A, B, C, on nous les a imposés. D'accord? Donc, j'ai rajouté ici un point D. D'accord? J'aurais pu aussi ajouter ici un point pourquoi j'aurais pu mettre un point F. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme différence de potentiel? Eh bien, si je fais le tour du circuit, eh bien, je peux écrire que VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0. D'accord? Mais j'aurais pu aussi écrire VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VF plus VF moins VA égale 0. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça ne change rien. J'ai le droit de procéder dans l'ordre que je veux. Je peux passer par le chemin que je veux. L'important, c'est de suivre tout un contour et de partir d'un point et de revenir au même point. Alors, la difficulté ici, c'est qu'il y a ici et là ce qu'on appelle des nœuds. C'est-à-dire que le courant qui passe dans les résistances X et RBC, quand il arrive ici, il va se partager entre les deux branches et il va se rejoindre ici pour redonner le courant I. C'est-à-dire que dans ce générateur, il y aura un courant I1
Et dans ce générateur, il y aura un courant I2, c'est-à-dire que c'est les deux générateurs qui vont chacun donner un courant, qui vont se rejoindre en ce point, qui est le point A, et qui vont après alimenter le circuit, donc passer dans les résistances X et RBC qui sont en série. Alors, la question est, quelles sont les valeurs de ces courants I1 et I2, ou au moins est-ce qu'on peut les exprimer en fonction du courant I qu'on est en train de chercher. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Eh bien, c'est que la différence de potentiel ici, VA, alors c'est le point A ici, et ce point-là, ce nœud-là, c'est le point C, d'accord? Donc, je peux écrire que VA moins VC, je vais réécrire mes points A et C ici, hein. C'est ce point, c'est le même que celui-là, et le point A, c'est le même que celui-là. Donc, VA moins VC, c'est quoi? Soit j'écris que c'est VA moins VF plus VF moins VC, soit j'écris que c'est VA moins VD plus VD moins VC. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VF? VA moins VF, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du générateur du haut. Donc, c'est plus E. Ensuite, VF moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par le courant I1 qui entre par le point C et qui sort par le point F. C'est-à-dire que VF moins VC, c'est une différence de potentiel négative. C'est moins petit r I1. C'est bon? Donc, VA moins VC, si je considère cette branche, c'est E moins RI1. Par contre, si je considère l'autre branche, eh bien, VA moins VC, c'est VA moins VD plus VD moins VC. VA moins VD, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, c'est plus E. VD moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversé par le courant I2 du point C au point D. Ça veut dire que VD moins VC est une différence de potentiel négative. C'est moins petit r I2. Alors, j'ai écrit les deux façons de trouver la différence de potentiel VA moins VC. Comme les générateurs sont identiques, eh bien, leurs forces électromotrices sont égales. Donc, si j'écris E moins RI1 égale à E moins RI2, puisque E est égal à E, je vais avoir RI1 égale à RI2, puisqu'ils ont la même résistance interne, eh bien, ça veut dire que I1 égale I2. Alors, qu'est-ce que c'est que I1 et I2 par rapport à I? Eh bien, c'est des courants qui vont s'additionner pour donner le courant I. C'est-à-dire qu'on a I égale I1 plus I2. Puisque I1 égale I2, eh bien, je vais pouvoir dire que I1 égale I2 égale à la moitié de I. Voilà. Donc, maintenant, eh ben, je n'ai plus ce problème du courant soit I1, soit I2 que je ne connais pas quand je fais le tour du circuit. Ben, je sais écrire que ce soit I1 ou I2, je sais les écrire en fonction du courant que je cherche, le courant qui traverse les deux résistances X et RBC. Alors, je vais donc faire le tour du circuit en écrivant que VA moins VA égale 0. Alors, j'aurai VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VB? Le courant passe dans ce sens. Le courant entre par le point A et sort par le point B. Donc, VA moins VB, c'est XI. X étant la résistance.
VB moins VC, le courant entre par B et sort par C, donc c'est plus RBC I. Ensuite, VC moins VD, le courant I2 entre par C et sort par D, donc c'est plus RI2, I2 qui est égal à I sur 2, et enfin VD moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, c'est une différence de potentiel négative, c'est moins E. Donc, j'ai XI plus RBCI plus R I sur 2 moins E égale 0. Voilà. Donc, je regroupe les termes en I. Il y en a 3. J'ai X plus RBC plus R sur 2, le tout multiplié par I, égale à E. Donc, ça me donne l'expression du courant, c'est E sur X plus RBC plus R sur 2. Ça va? Vous suivez ou pas? D'accord. Oui. Ok. Alors, troisième question. Trouver la puissance dissipée dans la résistance X. Eh bien, on applique la loi de Joule. La loi de Joule, elle vous dit que si vous avez une résistance R traversée par un courant I, la puissance dissipée dans cette résistance, c'est R multiplié par I au carré. Ici, ma résistance, c'est X. Eh bien, la puissance dissipée dans la résistance X, c'est X multiplié par I au carré. Donc, j'élève l'expression que j'ai trouvée pour le courant au carré et je multiplie par X. Voilà. Alors, pour quelle valeur de la résistance X cette puissance est-elle maximale? Eh bien, la première chose à trouver, c'est pour quelle valeur de X est-ce que P est optimal. Alors, il faudra vérifier après si c'est un minimum ou un maximum. Donc, il faut chercher pour quelle valeur de X est-ce que la dérivée de P par rapport à X est égale à 0. Alors, voici, je l'ai écrit de manière à ce que ce soit plus facile à dériver, c'est-à-dire que le dénominateur au carré, ben, je l'ai mis au numérateur en mettant une puissance moins 2. Hein. J'avais x e carré sur x plus RBC plus R sur 2 au carré. Ben, j'ai mis le numérateur à la puissance moins 2. Je l'ai remonté au numérateur. C'est bon? Alors, je cherche à dériver ça par rapport à x. Donc, j'ai e carré x multiplié par cette fonction. Donc, j'ai un produit de fonctions que je dois dériver par rapport à x. Donc, je dérive d'abord la première fonction. Donc, ça sera e carré. Alors, e carré x, quand je dérive par rapport à x, eh bien, ça me laisse e carré et je multiplie par la deuxième fonction. En fait, j'ai écrit la chose suivante. Hein. Si j'ai le produit de deux fonctions fg à dériver, eh bien, j'écris que c'est f'g plus fg'. Ça va? Donc ici, f, c'est e carré x, g, c'est x plus rbc plus r sur 2 à la puissance moins 2. Donc la dérivée f', donc je dérive, j'écris ce que c'est, hein. F, c'est e carré multiplié par x, et g, c'est x plus rbc plus r sur 2, le tout à la puissance moins 2. Voilà. D'accord? Donc, f', eh bien, ça sera, je dérive e carré x, donc ça sera e carré. C'est bon?
et je multiplie par g, donc je multiplie par ce terme-là à la puissance moins 2, plus, alors cette fois je garde f, c'est-à-dire e carré x, et je multiplie par la dérivée de cette expression. Alors, c'est de la forme u à la puissance moins 2, donc ça va donner moins 2 u à la puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire u à la puissance moins 3. Donc, j'aurai moins 2 x plus rbc plus r sur 2 à la puissance moins 3. C'est bon? Alors, je réécris ça en, en remettant ces expressions avec des puissances négatives. Je vais les remettre au dénominateur euh, pour avoir des puissances positives et pour pouvoir réduire au même dénominateur. Donc, j'aurai e carré sur ce terme-là à la puissance 2. Alors, moins 2 fois x e carré, donc moins 2x e carré divisé par ce terme-là à la puissance 3. Et je réduis au même dénominateur qui est x plus rbc plus r sur 2 à la puissance 3. Donc ce terme-là, je dois le multiplier en haut et en bas par x plus rbc plus r sur 2. Donc j'ai mis le e carré en facteur et j'ai donc x plus rbc plus r sur 2 moins 12x sur x plus rbc plus r sur 2 à la puissance 3. Alors, ça se simplifie. J'ai x moins 2x, ça va me donner moins x. Et voilà donc ma dérivée de p par rapport à x. Alors maintenant, je cherche quand est-ce que cette dérivée s'annule. Pour quelle valeur de x est-ce que cette dérivée s'annule? Eh bien, elle va s'annuler quand le numérateur est égal à 0, c'est-à-dire quand x est égal à rbc plus r sur 2, c'est-à-dire à 15,5 ohms. Alors, je vous avais dit que c'était juste un... On n'a pas encore démontré que c'est un maximum, d'accord? On a juste démontré que c'est un optimum, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien un maximum qu'un minimum. Donc, il faut vérifier, est-ce que c'est un maximum? Eh bien, c'est un maximum si pour les valeurs de x inférieures à x0, c'est-à-dire le x qui annule la dérivée, si, si la dérivée est positive, eh bien, ça veut dire pour x inférieur à x0, la dérivée est positive. Et si pour x supérieur à x0, la dérivée est négative, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, pour x, j'ai une fonction qui va être comme ça. Hein. Ce que je cherche à démontrer, c'est est-ce que x0 est bien un maximum? D'accord? Le voilà mon x0, est-ce que c'est bien un maximum? Eh bien, je sais que ici, au maximum, eh bien, j'ai la dérivée qui est nulle. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que pour x, euh, voici, je suis à, voici mon x0 qui correspond à une dérivée qui est nulle, d'accord? Si je trace la tangente, sa pente doit être nulle, donc je suis bien à dp sur dx qui est égal à 0. Maintenant, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que x0, ça correspond à un maximum pour la puissance? Est-ce que ça va me donner une puissance maximale? Eh bien, il faut montrer que pour que ce soit un maximum, il faut montrer que dans cette partie-là, j'ai la fonction P qui est une fonction croissante et que dans cette partie-là, c'est une fonction décroissante. C'est-à-dire que pour x inférieur à x0, la dérivée doit être positive et pour x supérieur à x0, la dérivée doit être négative. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, on vérifie. Pour x supérieur à rbc plus r sur 2, eh bien, je vais avoir le numérateur qui va être négatif. Donc, ça veut dire que
la fonction est décroissante, donc je suis dans cette partie-là. Et pour x inférieur à RBC plus R sur 2, le numérateur va être positif. Ça veut dire que ma fonction, puisque sa dérivée est positive, ma fonction va être croissante. Donc, x0 correspond bien à un maximum de la fonction p en fonction de x. Voilà. Donc, j'ai démontré que pour x0 égale à RBC plus R sur 2, donc pour la valeur 15,5 ohms, quand x est égal à 15,5 ohms, eh bien la puissance dissipée dans la résistance R est maximale. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bon, très bien. Alors, les exercices programmés, c'était l'exercice 1, l'exercice 4, et puis soit le 5, soit le 7. Alors, bon, on a fait le 5, il nous reste du temps, on peut regarder l'exercice 7 si vous voulez. D'accord, on continue. Alors, l'exercice 7, je reviens aux énoncés. Alors, l'exercice 6, on le fera la prochaine fois. Je vous avais dit qu'on traiterait un exemple avec un récepteur pur, donc ça sera l'objet de l'exercice 6. On va faire le 7 maintenant. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Alors, on considère le circuit électrique représenté sur la figure 1, ci-dessous. Calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 circulant respectivement dans les résistances R1, R2 et R. Alors, R1 et R2 sont les résistances internes de ce générateur et de celui-là. Alors, la résistance grand R est en réalité constituée par l'association de résistances comme l'indique la figure 2. Calculer la résistance R3, c'est-à-dire celle-ci, et déterminer la puissance dissipée dans la résistance R3. Alors, on y va. Voilà. Alors, dans un premier temps, on cherche les courants I1, I2 et I3. Alors, on vous a dit que le courant I1 passe dans la résistance R1, le courant I2 passe dans la résistance R2, le courant I3 passe dans la résistance grand R. Alors, j'ai choisi de manière arbitraire le sens des courants. D'accord? J'ai respecté l'ordre qu'on nous donne, hein. I1 passe dans R1, I2 passe dans R2 et I3 passe dans R. Mais j'ai choisi des sens de manière arbitraire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on nous a imposé les points A et B qui sont les bornes de la résistance R, qui vont aussi être ces deux points-là. Alors, j'ai mis des points sur les contours pour pouvoir appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, pour commencer, on va identifier les nœuds et les mailles. Alors, il y a
combien de nœuds là-dedans? Est-ce que vous voyez les nœuds? Il y en a combien? Alors, je vous rappelle qu'un nœud, c'est un endroit où arrivent au minimum trois conducteurs qui aboutissent au même point. Donc, j'ai ce nœud et celui-là. D'accord? Ensuite, d'accord? Ensuite, les mailles, combien y en a-t-il? Alors, les mailles, eh bien, c'est un petit peu comme l'exemple qu'on a commencé ce matin en cours. Il y a la petite maille de gauche, la maille de droite, et puis il y a le contour extérieur qui forme aussi une maille. D'accord? Alors, comme on a trois inconnus et qu'on a besoin d'écrire un système de trois équations indépendantes à trois inconnus, eh bien, j'aurai besoin uniquement de trois équations. Donc ici, au nœud A, eh bien, je vais écrire que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, qu'est-ce qui entre ici au nœud A? J'ai le courant I3 qui entre, j'ai le courant I1 qui sort et j'ai le courant I2 qui entre. C'est-à-dire que au nœud A, somme des courants entrants, c'est I3 plus I2. Somme des courants sortants, c'est I1. Donc, la loi des nœuds, elle s'écrit I1 égale I2 plus I3. Au nœud B, qu'est-ce que j'ai? Au nœud B, les courants qui entrent, c'est le courant I1. Et les courants qui sortent, c'est le courant I3 d'un côté, I2 de l'autre. Donc, encore une fois, I1 égale à I2 plus I3. Comme c'est la même équation, ben, je l'écris qu'une seule fois. Je n'ai pas besoin de l'écrire aux deux nœuds parce que c'est exactement la même équation. Maintenant, la loi des mailles. Alors, on va commencer. Pour écrire les lois des mailles, je suis obligée de mettre des points intermédiaires. Donc, j'avais déjà AB. Alors, j'ai rajouté C. Alors, C, D. Et puis, j'ai rajouté un point ici, le point F. C'est bon? Alors, je commence par la petite maille. Je vais faire le tour de la maille et j'écris que si je pars du point A et que je reviens au point A, le potentiel ne varie pas. Donc, j'écris VA moins VF plus VF moins VB plus VB moins VA égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, je ne sais pas si j'ai refait le dessin, on va voir. Moi, c'est bon, j'ai refait le dessin. Donc, on va pouvoir écrire VA moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de R1. Elle est traversée par le courant I1 qui entre par A et qui sort par F. Donc, VA moins VF, c'est plus R1 I1. D'accord? Donc, c'est ici. Ensuite, VF moins VB, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur, c'est-à-dire que c'est une différence de potentiel négative, donc c'est moins E1, plus VB moins VA, c'est la différence de potentiel borne de R. Le courant entre par B et sort par A, donc c'est plus RI3. Donc j'ai R1 I1 moins E1 plus RI3 égale 0. Alors, je garde les termes qui contiennent les courants à gauche et je mets les termes constants à droite. Alors, maintenant, je vais m'occuper de la maille de droite. Donc, j'écris VA moins VC plus VC moins VD plus VD moins VB plus VB moins VF plus VF moins VA égale 0. C'est bon? Alors, on y va. VA moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1 qui est traversée par le courant I2
qui passe dans ce sens-là. Voici le courant. Voici le courant I2. Voilà. C'est bon? Alors, VA moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de R1. Le courant entre dans R1 par le point C et sort par le point A. Donc, si je cherche VA moins VC, ça sera moins R1 I1. C'est bon? Ensuite, VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de R2. Le courant entre par D et sort par C. Ça veut dire que VC moins VD est une différence de potentiel négative. C'est moins R2 I2. VD moins VB, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, ça sera plus E2. VB moins VF, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, ça sera plus E1. Et enfin, VF moins VA, c'est la différence de potentiel aux bornes de R1. Dans R1, le courant I1 entre par A et sort par F. Donc, VF moins VA, c'est moins R1 I1. Donc, voici mes... Euh, alors, il me manque... Ah, d'accord. J'ai pas suivi le même raisonnement. J'ai pas utilisé la même maille. C'est-à-dire que j'ai fait cette équation. Cette équation, elle vient de cette maille-là. D'accord? Ensuite, la deuxième équation, j'ai fait ACDBA. C'est-à-dire que cette équation-là, je l'ai écrite. Rien ne nous empêche de faire ça, hein. D'accord? Je l'ai écrite avec la grande maille bleue, c'est-à-dire le contour extérieur. Donc, j'ai écrit VA moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VB, plus VB moins VA. C'est bon? Alors, jusque-là, c'était bon. Donc, moins R1, I1, moins R2, I2, plus E2, et maintenant VB moins VA, c'est la différence de potentiel aux bornes de R, traversée par le courant I3 du point B au point A, donc c'est plus R I3. Oui, donc j'ai moins I2, il passe dans R1 et dans R2, donc j'ai mis I2 en facteur, donc moins R1 plus R2 multiplié par I2, plus E2 plus RI3 égale 0. Alors, quand je quand j'arrange un petit peu mes termes, celui-là, je le fais passer à droite et celui-là aussi. Il change de signe. Donc, j'ai R1 plus R2I moins RI3 égale à E. Donc, j'ai ces deux équations-là comme équation au maille plus l'équation au nœud qui était I1 égale à I2 plus I3. Voilà. Alors, je suis passée ensuite aux valeurs numériques. Donc, la loi des nœuds me donne I1 égale I2 plus I3. La loi des mailles sur la petite maille de gauche, je remplace R1, petit R1 par 2 et grand R par 5. Donc, j'ai 2I1 plus 5I3 égale à 12. E1 est égal à 12. C'est bon? Et puis, sur le contour extérieur, sur la grande maille
que j'ai dessiné en bleu tout à l'heure, eh bien, j'ai R1, alors R1 qui vaut 10, petit R2 qui vaut 2, donc j'ai 12 I2, moins R I1, R vaut 5, donc moins 5 I3, égale à E2, et E2 vaut 6 volts. Donc voilà mes trois équations. Alors, on a donc un système de trois équations à trois inconnus. Les inconnus sont les trois courants, I1, I2, I3. Alors, on procède de quelle façon? Ben, on va éliminer I1, c'est-à-dire que dans ces deux équations, je vais remplacer I1 s'il existe par la somme I2 plus I3. Alors, dans les deux équations, il n'y a que dans la deuxième équation qu'il apparaît, donc je vais remplacer ici. I1 par I2 plus I3. Je regroupe les termes en I2 et I3. Et la troisième équation ne change pas parce qu'il n'y avait pas I1 qui apparaissait dedans. Voilà. Donc, j'ai remplacé I1 par I2 plus I3. J'ai regroupé les termes et ça m'a donné, alors deux fois I2. Alors, pour I3, je vais avoir 2 fois plus 5 fois, donc 7 fois I3. Et la troisième équation reste inchangée. Alors ensuite, on élimine soit I2, soit I3. Alors le plus simple, ce qui saute aux yeux ici, c'est que si on multiplie par 6 la première équation et qu'on soustrait les deux équations, j'élimine I2. Donc j'ai multiplié la première équation par 6 et soustrait les deux équations. Donc j'ai 12, on va écrire ce que ça donne, hein. Si je multiplie ici par 6, ça me donne 12 I2, plus 6 fois 7, 42 I3, égale à 6 fois 12, ça fait 72, c'est ça? Et, oui, je crois. Vous pouvez me le confirmer? Oui, 72. D'accord? Et j'ai 12 I2 moins 5 I3 égale à 6. D'accord? Donc, si je fais la soustraction entre les deux, eh bien, je vais avoir 12 I2 moins 12 I2. J'aurai plus de termes en I2. Et j'aurai 42 I3 plus 5 I3, ça fait 47 I3 égale à 72 moins 6. D'accord? Puisque je soustrais cette équation et celle-là. Donc, j'aurai 72 moins 6, ça me fera 66. Donc, I3 est égal à 66 sur 47 ampères. Voilà. Donc, après, ben, on remonte vers les deux équations puisque je connais I3. Eh bien, je peux par exemple remonter à cette équation et dire que 2 fois I2, c'est 12 moins 7 I3. Et ça me donne la valeur de I2. Donc, j'ai trouvé 1,09 ampères. Et ensuite, I1 étant égal à I2 plus I3, ben, je trouve 2,49. Alors, on en profite pour vérifier que j'ai bien I1 égale I2 plus I3. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on a les trois courants I1, I2 et I3 qui circulent respectivement dans les résistances R1, R2 et R. Bon, alors, on va s'arrêter là. Je ne vais pas commencer la question 3. On la traitera la prochaine fois. Vous avez des questions?
Non? Bon, alors j'arrête. Très bien. Bon, eh bien, j'arrête.